Il y a 10 erreurs que tu ne dois surtout pas commettre avec UseState. Et si tu as vu ma vidéo sur UseState, tu dois probablement déjà en connaître quelques-unes. Mais on va faire un récap parce que des rappels, ça fait jamais de mal. La première erreur, c'est de muter une propriété du state directement. Par définition, le state dans React, il est immuable. On ne peut pas le changer directement. Or, tu vois que là, j'ai une fonction qui me permet de créer un nouvel utilisateur, donc d'ajouter un objet new user dans cette propriété du state que j'ai appelé users, donc la liste des utilisateurs, et tu vois que j'ai fait un push directement sur users. Or ça c'est pas bon parce que ça vient modifier directement le tableau users qui est juste ici. Et on n'est pas censé pouvoir modifier cette propriété-là directement. Parce que useState nous retourne deux choses, tu le sais déjà. Un premier élément dans le tableau qui est la valeur de la propriété en lecture seule et une fonction qui permet de mettre à jour cette propriété. Donc là, évidemment, un users.push de new user, ça va pas marcher, même si juste après, je fais un set users du tableau mis à jour. Tu vas voir que là, hop, ça va pas marcher du tout. On n'a rien ici. Donc pour faire ça, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire une copie de users. Donc je vais l'appeler users copy et je vais créer un nouveau tableau avec array from. Je vais créer un nouveau tableau à partir de users. Je ne peux pas faire userscopy égale users et ensuite faire userscopy.push puisque là ça reviendrait à faire users.push. Alors ça peut paraître bizarre mais c'est la différence entre les valeurs et les références. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je t'invite à aller la voir. La différence entre les valeurs et les références, c'est un concept de base en JavaScript qui est super important à connaître. Et en fait, si je fais ça, la seule chose que je fais, c'est que je crée une référence vers users. En fait, je crée une sorte de pointeur vers la valeur de users. Donc si je fais un userscopy.push, ça va venir modifier directement le tableau users. Donc il faut bien refaire un nouveau tableau à partir du tableau users. Et pour ça, je peux utiliser array.from. Et ensuite, je viens modifier userscopy, qui ne vient pas du state, et je mets dans le state userscopy. Et tu vas voir que là, ça va fonctionner. Donc là, je crée un nouvel utilisateur et ça marche nickel. Bon, la deuxième erreur qui n'en est pas vraiment une, c'est plutôt une bonne pratique. On ne va pas utiliser cette syntaxe-là. Cette syntaxe-là, elle est pas complexe, mais elle est trop riche en termes de caractères. Il y a trop de caractères. On peut la simplifier. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je peux faire une copie ici, hop, du tableau en faisant ça. Je crée un nouveau tableau et j'utilise le spread operator. Ça me permet ici de décomposer le tableau users dans un nouveau tableau. Et ça, c'est l'équivalent du array.from, mais tu vois que la syntaxe, elle est beaucoup plus courte. Et ce que je peux faire aussi, c'est rajouter directement mon nouvel utilisateur à la fin. C'est l'équivalent du point push. Et là, tu vois que la syntaxe, elle est encore beaucoup plus courte. J'ai même économisé une ligne. Et ça fonctionne tout autant. Hop, tu vois que ça a créé un nouvel utilisateur. Et je peux directement mettre, ça c'est ce qu'on voit la plupart du temps, on met directement cette syntaxe-là à l'intérieur du set users, du setter du state. Et ça marche aussi avec les objets. Hein. Tu vois que là j'ai selected user. Si je veux mettre à jour selected users, hop, je récupère la dernière valeur de selected user et ensuite je mets à jour les propriétés qui m'intéressent. Ok. La troisième erreur, elle est très très importante, c'est le fait de ne pas initialiser le state. Tu vois que ici, à chaque fois que j'utilise useState, je mets une valeur initiale. Et ça, je t'invite à le faire dans, on va dire, 99% des cas. Et je vais te montrer pourquoi. En fait, ici, si je ne mets pas de valeur initiale à ma propriété users dans le state, tu vas voir qu'on va avoir une erreur. Il va me dire cannot read properties of undefined reading map. Il essaye de lire la méthode map sur une propriété qui est undefined. Et en fait, l'erreur, elle vient de là. Il essaie de faire un point map sur users. Sauf que users, initialement, il est undefined, il est non défini. On n'a pas précisé de valeur initiale. Donc là, le problème qui se passe, c'est que je suis obligé de vérifier que users a bien une valeur. Si users existe, alors je peux faire un users.map. Et dans ce cas-là, j'aurai plus l'erreur. Mais le mieux pour éviter ce genre d'erreur un peu bête, c'est mettre directement une valeur initiale et là je mets un tableau vide. Je peux faire un point map sur un tableau vide. Même si le tableau ne contient pas de valeur, je peux mapper dessus, je peux utiliser les méthodes des tableaux. Et tu vois que pareil pour mon selected user qui est juste là, j'ai mis une valeur initiale à nul. Alors j'aurais pu mettre une valeur initiale avec un objet et dire par exemple que le username il est vide, mais là j'ai choisi volontairement de mettre nul à cet endroit-là
plutôt que de laisser undefined. Et dans ce cas-là, si, admettons, je veux accéder à la propriété email de selected user, dans ce cas-là, je serai obligé de vérifier que selected user existe bel et bien, qu'il a une valeur. Mais je te recommande dans la majorité des cas de mettre une valeur initiale à ton user state. Si tu le fais pas, si tu laisses undefined, donc c'est-à-dire si tu mets rien, ou alors tu peux expliciter undefined, c'est peut-être même mieux, ça permet de rendre plus clair ton code. Enfin, ça permet de clarifier ton code, c'est mieux dit comme ça. Tu peux le mettre undefined comme ça, mais il faut que ce soit conscient, il faut que ce soit un choix vraiment conscient, délibéré, et que tu aies une bonne raison de le faire. Allez, on quitte notre gestion des utilisateurs 2 minutes pour parler de la 4e erreur, qui est donc qui concerne la mise à jour successive de state. Il faut bien comprendre que les mises à jour du state de une ne sont pas immédiates, mais dépendent des re-rendus. Tu vas voir que si ici je fais un console.log de count, on va avoir count qui aura toujours la même valeur. Donc la valeur initiale de count ici c'est 0. On a mis useState 0. Et là, ce qu'on veut faire avec un bouton increment, c'est qu'on veut rajouter plus 2. On veut incrémenter de 2 en 2. Donc ce que je me dis, c'est que je peux faire count plus 1, enfin set count de count plus 1, et je peux recommencer, faire un set count de count plus 1. Alors oui, je sais, on peut faire set count de count plus 2, évidemment, mais là, pour la démo, je fais ça comme ça. Et si tu n'as pas déjà rencontré ce genre de cas, tu verras que dans le milieu professionnel, quand tu développes un véritable projet, ou alors même pour un projet perso, tu peux rencontrer ce genre de cas, le fait de faire des mises à jour successives de state. Et donc tu vas voir que là, quand on clique sur Increment, on a 1. On n'a pas 2. Et tu vois dans la console que count, il est toujours égal à 0. Alors que pourtant, ici, on a bien fait la mise à jour de count. En fait, ça s'explique par le fait que au premier rendu de notre composant, donc c'est-à-dire au moment où count vaut 0, eh bien la fonction qui est là, elle aussi est rendue avec le composant. Et donc elle capture la valeur de count. Donc pour elle, au rendu initial, count est bien égal à 0. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait un set count de 0 plus 1 et on refait un set count de 0 plus 1. Donc finalement, on fait un set count de 1 et on refait un set count de 1. Donc on fait effectivement 2 mises à jour du state en une fois, mais on passe toujours la même valeur à chaque fois en fait. Et donc une fois que le state a été mis à jour, le composant est re-rendu, et dans ce cas-là, count ne vaut plus 0, mais il vaut 1. Et donc si on recommence, hop, on aura du coup une incrémentation de 1. Là, au lieu d'avoir 3, ce que nous on aurait aimé avoir, eh ben, on a 2. Donc du coup, ce que tu peux faire ici, c'est récupérer la dernière valeur à jour de count. Comment on fait ça? Si tu as vu ma vidéo sur useState, tu le sais. Hop, tu peux à cet endroit-là passer une fonction, et cette fonction, elle te retourne dans un callback la dernière valeur à jour de la propriété du state. Donc là, je te montre avec des console.log ce que ça donne. Tu vas voir que ici, count initialement vaut 0, et que là, pref count va valoir 1, puisqu'il y a déjà eu une mise à jour du state, et cette fonction-là te permet de récupérer la dernière, mais vraiment la toute dernière valeur à jour du state. Donc là, si je clique sur Increment, on va bien avoir 2. On va passer de 0 à 2 et pas de 0 à 1. Et tu vois que count vaut 0, mais que pref count vaut bien 1. Et ce que je viens de te dire là, c'est en lien avec la 5e erreur, c'est-à-dire le fait de ne pas récupérer correctement la dernière valeur à jour du state. Par exemple, ici on a un bouton Increment Delayed qui va déclencher Handle Increment Delayed. En gros, l'idée, c'est de faire une mise à jour du state ici, mais qui est retardée d'1 seconde. Donc j'utilise un set timeout et je fais un set count de count plus 1. Donc tu vas me dire, là, ça marche nickel. On fait un set count de count plus 1 à chaque seconde. Enfin, avec un délai de 1 seconde. Tu vois que là, je clique, hop, ça fait bien count plus 1, donc ça rajoute 1 à chaque fois, ça fonctionne. Le problème, c'est que si je clique plusieurs fois de suite sur le bouton, tu vois qu'à chaque fois, ça ne prend pas en compte le nombre de fois que j'ai cliqué. Et donc ça s'explique par le fait que le set timeout, ici, il se déclenche en parallèle d'autres éventuels set timeout. Si j'en déclenche 3 à la suite, du coup, ils vont se déclencher les 3 en parallèle. Chacun va récupérer la dernière valeur connue de count directement via la propriété du state qui est là. Et donc, si count initialement vaut 0, je clique 3 fois, et bien à chaque fois que j'ai déclenché ici l'incrémentation, eh bien count valait 0 à chaque fois. Donc pareil, ce qu'il faut faire ici, c'est s'assurer de récupérer la dernière valeur à jour. Et comme ça, tu es sûr que ici, ça va se comporter comme tu le souhaites. Donc là, si je clique 3 fois, on va avoir 1, 2, puis 3.
La sixième erreur consiste à utiliser beaucoup trop de useState. Tu vois qu'ici, on a un composant profile, donc c'est tout simplement une page de profil, et tu vois qu'on a un useEffect qui vient récupérer l'utilisateur qui est actuellement connecté. Et ce qui fait, c'est qu'une fois qu'on a récupéré les données de cet utilisateur, on vient placer le prénom, le nom et l'adresse email de cet utilisateur dans les différentes propriétés du state du même nom. Donc on pourrait se dire c'est cool, on a une forme d'indépendance entre chaque propriété. Si je veux mettre à jour juste le first name, j'ai pas l'obligation de mettre à jour les autres. Le problème c'est que si tu as un objet user qui est énorme, par exemple, tu veux la dernière date de connexion, tu veux avoir email verified, tu veux savoir si ton utilisateur il a bien validé son adresse email. Tu veux une date de naissance, une adresse, etc. Tu te rends bien compte qu'au bout d'un moment, tu vas avoir beaucoup trop de useState. En plus, là, ces propriétés-là, elles ont clairement un lien entre elles. Elles concernent un seul et même objet, c'est l'objet user. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est remplacer tout ça par, hop, ici un objet user, une propriété du state qui est user, et on peut mettre une valeur initiale en disant que first name, hop, c'est une chaîne vide, last name, c'est une chaîne vide, et email, c'est aussi une chaîne vide initialement. Comme ça, on ne laisse pas notre objet user sans rien du tout. Et à cet endroit-là, ce qu'on peut faire, c'est un set user hop, de user. Alors là, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les données d'utilisateur qui sont récupérées depuis la requête et la propriété du state qui s'appelle user, je vais appeler ça user data. Hop, comme ceci. Et donc là, au moment de passer les informations à profile form, je peux passer directement l'objet user. Et là, c'est beaucoup plus simple. Tu vois que c'est plus concis et c'est beaucoup plus simple à traiter puisque j'ai un objet qui contient l'ensemble des propriétés de mon utilisateur. D'ailleurs, il y a une septième erreur qu'il faut que tu évites, c'est le fait d'avoir, par exemple, un seul useState pour gérer l'ensemble de tes propriétés d'état de ton composant. Par exemple, ici, on pourrait avoir un état de chargement et puis un message, une erreur, si jamais il y a un problème, on n'a pas récupéré l'utilisateur correctement. Donc, ce que tu pourrais te dire, c'est j'ai un état, l'état de mon composant qui utilise le state, dans lequel j'ai un objet user avec first name, last name et email. Donc ça, c'est la propriété de mon state user. J'ai un état de chargement et puis j'ai un message d'erreur. Il y a plusieurs inconvénients à faire ça. Le premier inconvénient, c'est que si jamais tu veux mettre à jour ne serait-ce qu'une propriété, tu es obligé de faire un set state. Tu vas chercher l'ensemble de tes propriétés. Donc ici, on récupère l'ensemble du state. Et ensuite, tu modifies la propriété qui t'intéresse. Donc là, tu es obligé de faire ça. Parce que si tu fais juste ça, si tu remets pas, si tu rappelles pas l'ensemble des propriétés du state, et du coup, ça va écraser l'ensemble des propriétés que tu as là. Donc là, il n'y aura plus que loading dans le state et il n'y aura plus user et error. Mais surtout, le problème, c'est que useState n'est pas du tout conçu pour ça. Normalement, tu es censé gérer chaque propriété de façon indépendante. Donc pour chaque propriété qui se trouve là, tu es censé avoir un useState. Tu es censé avoir un useState pour le loading, un useState pour l'erreur, un useState pour le user. Puisque là, chaque propriété qui est là n'a pas vraiment de lien direct entre elles. Alors elles ont un lien parce qu'elles concernent la même logique. Elles ont un lien dans la logique, ces propriétés. Ici, c'est l'état de chargement de l'utilisateur. Là, c'est un message d'erreur lié à la récupération de l'utilisateur. Et ça, c'est l'objet de l'utilisateur lui-même. Donc, elles ont un lien entre elles. Mais c'est pas comme si loading et error étaient directement intégrés à l'objet user. Elles ont un lien dans la logique, mais c'est pas des propriétés qui sont vraiment dépendantes les unes des autres. Donc, si jamais tu veux gérer des états complexes comme ça, ce que je te recommande de faire, c'est d'utiliser useReducer. Tu utilises useReducer, ça te permet, c'est vraiment fait pour ça, ça te permet de gérer des états complexes. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc si tu veux aller la voir, je te mets le lien en description et puis dans une petite fiche en haut de ton écran. En attendant, nous, on va rester simple, on va pas gérer d'état de chargement, on va laisser ça comme ça. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on récupère l'objet user qui est transmis depuis le composant profile, on récupère l'objet user depuis les props, et on a un useEffect. Et on regarde si cet objet user change, et s'il change, alors on met à jour form values juste ici. Mais en fait, là, je m'en sers uniquement pour pouvoir mettre les valeurs par défaut, les valeurs initiales dans le formulaire. Le problème de ça, c'est que tu vas voir, si je fais ici un console.log de renderForm, ça va créer plusieurs rendus successifs de ce truc-là. Je mets à jour et tu vois qu'on a plusieurs rendus. Alors, on a plusieurs rendus parce que le parent lui-même va venir se mettre à jour plusieurs fois.
on a l'état initial, puis on attend de récupérer l'utilisateur et on met à jour le state. Et lui, il a son rendu initial, il attend de récupérer l'utilisateur, il met à jour le state aussi. Mais là, on pourrait réduire ce nombre de re-rendus en utilisant le principe de propriété dérivée. En gros, on va dériver l'état qui est là par rapport à la props. Donc, on met en tant que valeur initiale la propriété user qui est juste ici. Et donc, on n'a plus besoin du useEffect qui est là. Et normalement, ça devrait causer beaucoup moins de re-rendus. Tu vois que là, on n'en a que 2, alors qu'avant, on en avait au moins 4. Sauf que visiblement, ça a l'air d'avoir cassé notre formulaire. On n'a plus les valeurs initiales dans le formulaire. Tout simplement parce que la valeur initiale du state ne se met pas à jour. Si user change ici, la valeur initiale du state, elle ne s'applique qu'une fois. Donc ça ne viendra pas faire de changement au niveau des valeurs de form values. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est rajouter un état de chargement, ce qui serait pas mal à faire, et vérifier si user est bien là. Donc là, ici, on aurait une propriété loading. Donc ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Hop, on a une propriété loading. On est en état de chargement. Et une fois qu'on a fini, on met loading à false. Donc si on n'est pas en état de chargement, alors on affiche le formulaire. Sinon, à cet endroit-là, je vais afficher un petit paragraphe loading. Et là, en principe, ça devrait fonctionner. Tu vois que si je rafraîchis, on a bien le loading qui apparaît. Et puis, on a nos valeurs initiales dans le state. Tout simplement parce qu'à cet endroit-là, on attend que user dispose d'une valeur pour pouvoir afficher le formulaire. Et donc le formulaire, quand il se rend pour la première fois, il a bien un user ici dans ses props qui va mettre en valeur initiale de notre formulaire. Et donc on voit ces valeurs initiales s'afficher. Allez, pour cette 9e erreur, je t'ai préparé un calculateur de prix TTC. Donc ici, tu mets ton prix hors taxe et ensuite tu choisis ton taux de TVA. Et ça te calcule ici le montant final. L'erreur à laquelle on fait face ici, c'est tout simplement l'utilisation de propriétés du state de manière inutile. En fait, là, on a un useState qui est inutile. Donc, on peut changer la valeur ici du prix. Donc ça, c'est bon. On a une propriété dans le state pour ça. C'est exactement ce qu'il faut. On en a besoin. On a à cet endroit-là le VAT, donc de la TVA. Pareil, elle aussi, on peut la changer. Donc, ça a effectivement quelque chose à faire dans le state. Par contre, le calcul qui est là, il n'a rien à faire dans le state. Le calcul du prix TTC, il n'a pas besoin de voir son résultat apparaître dans le state. Là, ce qu'on fait, c'est que on utilise un useEffect, on regarde si VAT et price ont changé, et si l'un des deux a changé, alors on met à jour ici la propriété price with tax, donc c'est-à-dire le prix de TTC. Mais on n'a pas besoin de ça. On peut utiliser le comportement de base des composants React du cycle de vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on sait qu'à chaque fois qu'une propriété du state est mise à jour, le composant est re-rendu, son code est réexécuté. Donc on peut se dire qu'il va réexécuter son code, il va réexécuter le calcul du prix. Donc finalement, price with tax n'a pas du tout besoin de se retrouver dans le state, puisque ce code-là va être réexécuté, donc ça va être recalculé à chaque fois que le composant va se re-rendre. Donc tu vas voir ici, si je mets un prix par exemple 100 €, hop, ici je mets 20% et on va avoir 120. Donc ça fonctionne. Alors ça, attention quand même à ne pas en abuser, parce que s'il y a un moment, tu as besoin d'effectuer des manipulations là-dessus, bah, tu vas avoir besoin de le mettre dans le state. Allez, pour la 10e et dernière erreur, on retourne sur notre gestion des utilisateurs et tu vois que ici, je peux rajouter encore une fois des utilisateurs. Donc là, je vais en rajouter 2. Et tu vas voir ce que je veux faire. Je veux avoir la possibilité de mettre à jour ces 2 utilisateurs-là. Donc je clique sur Select ici et ça me propose de mettre à jour l'utilisateur. Parfait. Donc je vais mettre à jour John Doe. Je ne veux plus l'appeler John Doe, je vais l'appeler Johnny. Je clique sur Update User et ça le met à jour. Tu vois que ici, John Doe est devenu Johnny Doe. Mais ça ne l'a pas mis à jour à cet endroit-là. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je sélectionne un utilisateur, tu vois que ici on a un bouton Select avec Handle Select. Donc ça vient déclencher le handle select qui est là, et ça place l'utilisateur, l'objet de l'utilisateur sélectionné dans la propriété du state qui s'appelle selected user. Donc on a notre tableau des utilisateurs et à côté de ça, on a selected user, l'utilisateur sélectionné qui contient la valeur de cet utilisateur-là. Et au moment où on fait la mise à jour à cet endroit-là de l'utilisateur sélectionné, tu vois qu'on a handle submit update user, donc on veut mettre à jour l'utilisateur, donc on fait la mise à jour et on met à jour selected user, mais on ne met pas à jour à cet endroit-là users. J'ai oublié de faire la mise à jour de users et tu vas voir que là si je fais ça, ça va fonctionner. Je clique sur update user et effectivement
John Doe s'est transformé en Johnny Doe. Le problème, c'est que tu vois, là, je dois faire 2 mises à jour du state. Je dois faire 2 mises à jour de 2 propriétés différentes. Et en plus de ça, je t'ai mis en condition réelle, hein, j'ai fait un oubli. Là, j'ai un terrain propice à créer des bugs parce que j'ai 2 propriétés du state qui sont différentes comme ça. Donc quand tu as des mises à jour comme ça à faire, par exemple sur un élément d'un tableau, ce que je te recommande, c'est de conserver le principe de source unique de vérité. Hop, source unique de vérité. Ça te permet d'avoir toujours la même base, ok, en tant que référence de ta donnée. Ça te permet d'avoir toujours la même référence à traiter. Et comme ça, tu es sûr que ta donnée, c'est la même partout. Là, tu vois, il y a eu une duplication de données et du coup, je ne savais plus trop où j'en étais dans mes mises à jour. Imagine, quand tu as beaucoup de propriétés comme ça peut poser beaucoup de problèmes. Donc, on va chercher à conserver une source unique de vérité. Et plutôt que, à cet endroit-là, de mettre selected user, on va plutôt mettre selected user ID. C'est ça qu'on va enregistrer en fait. C'est l'ID de l'utilisateur à modifier. Donc au moment où je fais mon handle select juste ici, je vais passer non pas l'utilisateur, mais user.id. Je passe l'ID de l'utilisateur que je veux modifier. Et donc au moment de faire le handle select, à cet endroit-là, on va récupérer le user ID. Et quand on va vouloir faire la mise à jour à cet endroit-là, au niveau de updated user, c'est pas select user.id que je veux, mais c'est select user ID. Je fais ma mise à jour. Je n'ai plus besoin de mettre à jour ici, de faire un set selected user, et je peux faire directement mon set users. Donc tu vois que là, j'ai plus qu'une seule propriété du state à mettre à jour. J'ai plus besoin de m'occuper de celle-là. Et je conserve la même source de vérité. Je ne duplique pas d'informations ici. Et là, ce que je peux faire, c'est utiliser le même principe qu'avant. Si je veux récupérer selected user, hop, ce que je peux faire, c'est faire un users.find de selected user ID. D'accord, je peux aller chercher l'utilisateur par son ID. Et comme ça me permet de l'afficher dans ce bloc-là. Donc là, j'ai pas besoin d'avoir une propriété du state pour ça. Et tu vas voir que ça va fonctionner. Si je remets John Doe à cet endroit-là et que je remets James Barnes, par exemple, je clique sur Select, je modifie John Doe en Johnny Doe, et tu vas voir que ça va se mettre à jour ici et ici, tout simplement parce que ces deux valeurs-là sont dérivées de la même propriété du state. Tu vois que selected user vient de users et la seule chose qu'on met à jour ici, c'est le tableau users lui-même. Donc on a la même source de vérité. Et ce que tu peux faire d'ailleurs à cet endroit-là, c'est utiliser useMemo pour mémoiser cette propriété-là, la valeur de cette propriété-là, et éviter que à chaque fois que tu as une mise à jour d'une autre propriété du state, que ça refasse la recherche à chaque fois de l'utilisateur ici. Donc il faut évidemment dans le tableau de dépendance, hop, à cet endroit-là, users et selected user ID. Donc comme ça, il va conserver sa valeur. Si tu as d'autres propriétés du state qui changent, il ne va pas refaire la recherche à chaque fois. J'ai fait une vidéo sur useMemo que je t'invite à aller voir. Je te mets évidemment le lien en description et en petite fiche en haut de ton écran. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker si c'est le cas. N'hésite pas à me donner tes retours en commentaire et à me dire si tu as envie que je traite d'autres sujets autour de React. Au passage, abonne-toi pour manquer aucune des autres vidéos. C'était Brian sur Atomic React. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut.